en surface, donc il y a un risque, quand il y a un écoulement, il y a un risque de contaminer la nature, les êtres humains, etc. Mais j'aurais aimé que M. Bouzoura vous réponde qu'il y a des géopolymères qu'on peut incorporer dans le béton et que ces géopolymères peuvent facilement fixer encore davantage ces déchets, comment on appelle, ces déchets, ces métaux lourds. Bon, c'est le travail que fait un doctorant de M. Moussassep. Donc, il est en train d'incorporer des géopolymères pour bien fixer, en même temps aussi un doctorant à moi, elle mélange ces déchets, ces métaux lourds avec un géopolymère pour bien les fixer. Par exemple, l'aluminate. Pardon ? Les géopolymères, ce sont des matériaux locaux. Mais je préfère débourser de l'argent au détriment de la santé des êtres humains. Il y a des procédés existants qui ne sont pas chers, classés, connus. Pourquoi vous pourrez, c'est-à-dire stabiliser, donc c'est connu, c'est fait, c'est maîtrisé. Donc, bon, c'est aussi une autre méthode. Mais il y a toujours utilisé des matériaux locaux, comme les géopolymères. C'est juste pour apporter un plus en ce qui concerne cette question-là. Donc, oui, allez-y, je pense que je reviens sur cette question de stabilisation, donc sur l'édification. Je pense que l'objectif derrière, le matériau béton, il est utilisé. Ouais. Ça veut dire pourquoi pas ne pas incorporer ce déchet-là, le stabiliser donc et le solidifier. Et le matériau donc à utiliser dans un ouvrage quelconque, peut être un ouvrage enterré par exemple. Du moment que les normes disent que on ne doit pas dépasser une certaine quantité par kilogramme de déchets stabilisés, solidifiés, les normes sont claires. C'est-à-dire si on respecte ces normes-là, le matériau qui doit être utilisé, il le sera. Mais seulement il va contenir dans le matériau qui va être utilisé. Stabilisé dans les décharges. Décharges en contact avec les humains. Oui, pas en contact avec les humains. Là, je ne pense pas qu'il faut l'utiliser en contact avec les humains. C'est une autre norme. La norme, ce n'est pas la même norme. Quand vous avez le matériau qui est en contact avec les humains et le matériau qui est déjà loin des humains dans une décharge oui, il n'est pas en contact. Il n'a pas parlé de bâtiments. J'ai dit par exemple les ouvrages enterrés. C'est un exemple. Mais enterré, pardon, professeur Tahakout, enterré, vous risquez aussi de contaminer la nappe phréatique. Non, mais on a dit combien les résultats qui sont obtenus, combien est relargué dans la nature. Là, c'est une quantité faible. Les résultats qu'il a montré tout à l'heure, ils sont très loin. Par exemple, je ne sais pas, donc c'était de l'ordre de 8 et la norme c'est 50. Donc, par kilogramme, donc ils sont comme loin. Donc, dans certains cas particuliers, on peut les utiliser. C'est une méthode, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur choix. Il y a d'autres choix. Mais, bon, on peut les utiliser dans certains cas particuliers. Donc, ouvrages, par exemple, sauvages enterrés. Et là, les essais qui sont faits, quand vous avez une solution, enfin, l'échantillon lui-même est resté 64 jours immergé dans la solution. C'est un cas extrême. 64 jours. Ça veut dire ce qui représente 96 ans à l'échelle réelle de stockage. C'est pour ça qu'on peut éventuellement donc opter vers cette solution. Ça veut dire que ce n'est pas la seule solution. Il y a beaucoup de solutions pour stabiliser donc solidifier ces déchets-là. Mais c'est une... Bon, Ok. Merci, professeur Kadri. Merci, monsieur professeur Tahakout. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à professeur Moussassep. Merci, monsieur le président. Donc, moi, à mon tour, je félicite monsieur Bouzoura de la clarté de son exposé. Et puis donc, à partir du débat qui a eu lieu, je pense que la thématique devient intéressante.
Donc voilà la première. Donc enfin, c'est la première question. Ma première question, c'est la même question qu'a posée professeur Kadri. Donc dans la thématique ou bien le thème, c'est quand vous avez présenté deux aspects. Donc un aspect donc qui parle donc des fibres ondulées et un autre aspect de valorisation. Bon. Valorisation, quand on dit valorisation, ça veut dire quoi, M. Bouzoura? Quand vous dites valorisation des déchets, ça veut dire quoi? Valoriser un déchet, ça veut dire qu'il faut le réutiliser dans un endroit, l'utiliser dans un endroit où il peut ramener quelque chose de nouveau. Exemple, il améliore la résistance d'un béton. Au lieu de les jeter, on va les réutiliser. Ils sont déjà utilisés. Au lieu de les jeter, on va les réutiliser on va les recycler dans un nouveau matériau, à condition qu'il... Valoriser, autrement dit, de récupérer un certain, donc, une espèce chimique. Quand on dit dangereux, qu'est-ce que ça veut dire des métaux lourds? On dit les métaux lourds, ils sont dangereux. Mais bon, quand est-ce qu'ils sont dangereux? Ils sont dangereux quand on dépasse un certain nord. Oui. Mais bon, quand on parle de la mine d'Amizour, plomb et zinc, donc on extrait du plomb et du zinc du sol. Donc on récupère ce plomb, on l'utilise. Mais bon, quand vous dites valorisation, je valorise ces bouts hydroxyde. Pourquoi vous n'avez pas pensé de récupérer le nickel qui est dans les bouts d'hydroxyde? Ce qu'on appelle valoriser. Pourquoi vous n'avez pas pensé de travailler sur cette thématique? Récupérer le nickel, ça nécessite tout un processus de récupération. Donc, traitement de déchets, récupération des métaux, ça c'était une voie. Comment il s'appelle votre déchet? Comment vous l'appelez? Vous l'appelez comment? Le déchet qu'on a, comment vous le bout d'hydroxyde. Non, déchet ultime. Déchet ultime, inorganique. Pourquoi vous l'appelez ultime? Pourquoi vous l'appelez ultime? Ultime, il ne peut pas être stocké dans les décharges publiques. Il ne peut pas être valorisé. Il ne peut pas être valorisé à l'heure actuelle. Parce que la technologie actuelle ne le permet pas. C'est-à-dire, les gens, elles pensent dans un autre sens. C'est-à-dire, c'est une solution intermédiaire. C'est-à-dire, ce n'est pas une solution définitive. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, jusqu'à l'apparition d'une nouvelle technologie. Qui pourra le valoriser? C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il contient des substances très dangereuses. Et il y a une question qui a été posée par M. Tahakourt et il vous parle sur les bouts. Comment on obtient ces bouts? Donc vous avez dit que ces bouts, on les récupère de l'unité. Le processus de fabrication. Très bien. Oui. Donc déjà, il y a eu un traitement préalable. Donc l'industrie, si vous voulez, les gens de l'industrie ne rejettent pas ces bouts anarchiquement dans l'environnement. Très bien. Donc, il y a eu un procédé à la fin. Donc, il y a eu donc, on attaque par un lavage, le HCl. Pourquoi? Parce que déjà, on sait bien qu'il se peut avoir des cyanures. Le procédé utilise certains éléments, donc il faut les décomposer déjà initialement. Et oui, bon, maintenant, on a posé la question pourquoi ils ne veulent pas nous donner des déchets. Peut-être pour ces raisons. Peut-être donc il y a des éléments très dangereux. Oui. Quand on transporte ce déchet, donc on peut être contaminé. Quand on travaille sur ce déchet sans précaution, on peut être contaminé. Donc là, c'est vrai, donc il y a un grand problème. Maintenant sur le procédé de stabilisation solidification. Donc il y a des questions qui ont été posées. Pourquoi vous utilisez le procédé, c'est-à-dire au liant hydraulique? Le ciment. Oui, bon. Oui. Ce que vous avez utilisé, oui. C'est un choix. Donc, parmi d'autres, on peut utiliser un liant. Est-ce que vous pouvez nous donner la différence, par exemple, de stabiliser, par exemple, ce déchet, si vous voulez, et de stabiliser un déchet radioactif? Quelle est la différence entre les deux méthodes? Dans le même procédé de stabilisation, solidification. Ça dépend du degré de radiation. Donc, mais le procédé, déjà le premier procédé SS, il est destiné pour des déchets radioactifs au départ, les années 50. C'est aux années 70 qu'on a élargi ce procédé pour les déchets inorganiques. Ça, c'est un point. Deuxième point, les déchets nucléaires, donc c'est un procédé qui nécessite aussi un traitement à part, mis à part la solidification. Donc on a un enfouissement dans des centres peut-être bien traités. C'est ça la seule différence. Mais pour les déchets inorganiques, comme vous avez dit, donc c'est une solution transitoire, en attendant de trouver une autre solution adéquate. C'est-à-dire construire les blocs et de les laisser.
Mais pour les déchets nucléaires, non seulement on les solidifie, mais aussi on va faire l'enfouissement dans le sous-sol. Donc il y a un autre traitement qui suit. D'accord. Très bien, M. Mouzora. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, pour les déchets radioactifs, donc, pour les déchets que vous avez utilisés, vous avez pris du ciment, vous avez pris de la boue, vous avez pris des fils, vous avez mélangé. Exact. Mélangé votre déchet. Mais par contre, pour les déchets radioactifs, je ne pense pas qu'on travaille de cette manière. Donc, pour les déchets radioactifs, donc, on conçoit, voilà, on les met à l'intérieur. Ils sont... Ah oui, ils sont confinés. Pourquoi? Là, ça y est, le déchet, c'est comme... Voilà, donc on conçoit quelque chose de cette manière, on les met, on ferme. Voilà pour les déchets radioactifs. Mais par contre, le travail que vous avez fait, c'est pas ça. Donc oui, vous avez mélangé toutes les substances. C'est pour cette raison, donc, M. Kadri, donc, il vous dit que il va y avoir en surface aux éléments. Voilà. Mais bon, maintenant, en ce qui concerne la quantité relarguée, elle est de l'ordre de combien? Donc, et quel test vous avez réalisé pour savoir, donc, est-ce qu'on respecte les normes, on ne respecte pas les normes, ainsi de suite? Déjà, pour identifier le déchet, on a fait le test TCLP. C'est pour déterminer la quantité des métaux qui existent dans le déchet, voir le pourcentage. Le test utilisé pour le SS, stabilisé sur le matériau SS, c'est le test TLM. On a soumis à, c'est-à-dire c'est un essai dynamique, il est soumis à 64 jours de contact avec... Mais pourquoi, si vous voulez, les chercheurs utilisent ce test TLM? Pourquoi ils l'utilisent? C'est pour voir la cinétique de relargage. La cinétique de relargage pendant 64 jours, à long terme. On a dit c'est un essai de 18 heures, on change la solution, on va récupérer la solution, on change avec une autre solution. Ça, c'est le protocole. C'est le protocole, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, si je peux rajouter quelque chose, c'est à ce niveau-là, donc le test il est utilisé pour réaliser une certaine modélisation, donc étudier le comportement de matériaux à long terme, pour savoir la durée de vie, déterminer la durée de vie des matériaux. Donc c'est très important. Donc partie qu'on n'avait pas faite. Hein. Oui. Donc on a, donc en termes de largage. Maintenant, quand on dit utiliser dans les structures, donc des matrices cimentaires qui contiennent du déchet. Est-ce que votre objectif, c'est de confiner, c'est de piéger en quelque sorte, c'est le piégeage, en quelque sorte. Voilà. Donc vous piégez le déchet et vous attendez ce déchet, il va améliorer les qualités de votre béton. Comme son nom l'indique, c'est un déchet. Donc automatiquement. Mais votre objectif initial, c'est quoi? C'est de les piéger. C'est de les stocker, dans un centre. C'est pas de les utiliser dans la construction, oui. Non, c'est pas destiné pour la construction. Tous les travaux qui ont été utilisés, c'est-à-dire on avait dit que c'est une substance dangereuse, il faut qu'il y ait le temps nécessaire pour qu'il y ait une technologie pour les valoriser. Donc on attend, on les met, donc généralement on évite de les mettre avec là où il y a, par exemple, là où il y a de l'eau, si vous voulez. Donc on les met dans des crêtes, c'est-à-dire des milieux très élevés, pour qu'il n'y ait pas de contact, si vous voulez, entre le milieu et les formes de ce que vous avez conçu. Vous parlez, donc là, M. Kadri aussi, il a soulevé le problème, il vous dit que moi je ne peux pas investir, donc le béton il est cher, donc voilà, à votre avis, donc est-ce que vraiment, dans la littérature que vous avez vue, M. Bouzoura, est-ce que les gens travaillent beaucoup plus sur le béton, bien sûr, autre chose? On a dit est-ce qu'ils stabilisent avec les bétons ou bien autre chose? Dans la littérature, dans tout ce qu'on a fait dans la thèse, donc les articles, ils utilisent beaucoup plus ce procédé parce qu'il présente des avantages. Il est facile à réaliser, il ne nécessite pas beaucoup de moyens et son coût aussi il est faible par rapport à d'autres procédés. Déjà, nous, exemple. La vitrification, par exemple, nécessite un appareillage développé dont on ne peut pas permettre. Et la différence entre de stabilisation au lion hydraulique et à la vitrification, c'est quoi? La stabilisation, elle est temporaire dans un bloc de ciment. La vitrification, c'est que la stabilisation en hydraulique se fait à froid. Oui. À l'air ambiant. À l'air ambiant.
Par contre, la vitrification, donc dans un grand four, vous allez vitrifier. Oui, Donc ça demande, ça consomme de l'énergie. De l'énergie. Mais bon, il y a d'autres procédés, les géopolymères. Donc, Chaudage. on est en train de travailler sur cette thématique, si vous voulez. Hein. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Bozora, une autre question. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner la relation? Donc là, comme on l'avait distingué dans votre mémoire, il y a deux parties. Hein, deux parties. Donc vous parlez sur les fibres ondulées, et puis donc vous faites une modélisation. Hein, vous faites une modélisation d'arrachement des fibres. D'un côté, vous parlez sur la stabilisation des déchets. Et puis donc, quand vous avez réalisé votre travail, on n'avait pas donc constaté que vous avez utilisé le déchet avec les fibres ondulées. Vous avez utilisé le déchet, vous avez fait recours aux fibres sous forme de poudre. Donc, pourquoi, à votre avis, pourquoi? Là, c'est la conception personnelle, c'est-à-dire on a suivi un sens où on va mélanger deux déchets de la même forme. Exemple, poudre. C'est pour voir à peu près, pendant l'hydratation, c'est de voir à peu près comment se comporte l'hydratation et comment se fait le piégeage. Par contre, pour les fibres longues, déjà c'est un problème. Elles-mêmes, seules dans le béton, présentent un problème, on a dit, la formation des pores ou là des oursins. Donc il se peut qu'une certaine quantité de déchets sera libre à l'intérieur de ces pores. Il suffit d'une fissuration et on aura un relâchage massif de ces déchets. Ça, c'est une voie. Donc, parmi d'autres raisons, peut-être ce sera un sujet complémentaire aussi. C'est dans cette optique que je raisonne. Hein. C'est le seul problème qui peut être causé. Donc, l'association des deux fibres, des deux déchets, pardon, une poudre. Oui, Monsieur Bozora, s'il vous plaît. Donc, vous avez fait une partie sur les fibres ondulées. Mais est-ce Oui. qu'on n'avait pas pensé, peut-être initialement, par la suite, vous allez essayer de mélanger le déchet en utilisant des fibres ondulées? Oui. Ou bien, donc maintenant, vous avez utilisé initialement les fibres avec les bouts d'hydroxyde sous forme de poudre. Pourquoi? Parce que d'après les spectrogrammes d'IRX qu'on avait vu, donc vos fibres, généralement, ces fibres, ils contiennent du fer. Du fer. Voilà. Maintenant, quelle interaction qui est entre, est-ce que vous, quand vous avez caractérisé votre matériau stabilisé solidifié, vous avez trouvé des phases entre, c'est-à-dire qui contiennent d'éléments de déchets et d'éléments de fer. De fer, oui. Est-ce qu'il y a donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez détecté des phases dans ce sens? On a détecté la rétention du nickel. La rétention du nickel, elle était très importante dans le cas des fibres. Là, on fait des essais sans fibres et avec fibres. On a constaté que le matériau en présence des fibres retient beaucoup plus le métal nickel. Donc ça, c'est la participation de ces fibres, de jour en poudre. Hein. Donc ça rentre dans la force ionique à l'intérieur de la matrice ciment pendant l'hydratation. Donc, il se peut qu'il y ait, quand on a expliqué, des échanges ioniques et transformations moléculaires. Donc, si on trouve la même molécule avec les mêmes dimensions, donc il se peut qu'il y ait une substitution, soit de la part des fibres, soit de la part des déchets dans la matrice. Là, c'est l'explication. Et c'est l'optique de... Très bien. Donc, juste une remarque. Donc, on dit que généralement, les matrices, donc, ou bien, donc, c'est-à-dire, on conçoit beaucoup plus des mortiers que du béton. Donc, on utilise le sable, et puis, donc, le sable, il est remplacé par le déchet, petit à petit, donc, en substitution de sable par le déchet. Donc, voilà, beaucoup plus c'est la majorité des études qui ont été réalisées dans ce domaine, si vous voulez. Donc, rarement vous allez trouver des gens qui utilisent les bétons pour la stabilisation des déchets. Très bien. Donc, j'ai constaté aussi dans votre mémoire, vous avez fixé le taux de déchets, le taux à 25%. Donc, comment vous l'avez fixé? Et puis, vous avez varié le taux de fibres. Oui. Donc, le taux, il faut savoir qu'il y a des études faites déjà sur le déchet. Là, on a fait varier les pourcentages des déchets
de 10 à 45%. Donc la meilleure formulation, c'était à 25%. Donc pour faire la continuité, on a pris le pourcentage 25% et on a fait varier les fibres. La nouveauté, c'est de faire varier le pourcentage des fibres et de voir l'évolution de la résistance et du comportement pour tous ces pourcentages. C'est-à-dire qu'il y a une étude déjà faite, hein, donc c'est une thèse déjà qui a été soutenue, ça fait 2 ans, concernant l'évolution du pourcentage des fibres dans l'évolution de l'ajout des fibres dans le comportement de la matrice cimentaire. À partir de là, ils ont tiré 25%. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé les 25% tout en sachant que c'est la meilleure formulation, c'est prouvé par les études, et on a continué dans le sens où on va injecter un pourcentage différent des fibres et de voir l'évolution de la résistance. C'est pour cela qu'on a comparé MD, c'est matériaux mortiers avec déchets à 25%, et ce mortier-là, on lui rajoute 10, 20, 30%, et on a remarqué qu'il y a augmentation de la résistance et à un certain moment de pourcentage de fibres, il y a diminution. C'est pour voir à peu près l'apport des fibres dans le confinement de ce déchet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc au niveau des résistances, donc on avait constaté à un certain moment, donc quand vous avez varié le pourcentage de fibres à 10%, 20%, 30%, on avait constaté que le maximum de résistance que vous avez eu, vous l'avez à 20%. À 20%. Et puis donc ça augmente de 10 à 20 et puis à 30 ça descend. Ça descend. Comment peut-on expliquer l'ajout en plus de fibres diminue les résistances? Donc, ce qu'on avait constaté, si vous voulez, sur les résultats obtenus. Déjà, il y a le mortier témoin, et il y a le matériau avec déchets uniquement. Il y a une chute de résistance par rapport au mortier témoin, sans déchets. En rajoutant les fibres, on a remarqué que la résistance augmente par rapport au mortier déchet, mais pas par rapport au mortier témoin. Elle reste toujours inférieure. À un certain pourcentage, à 20%, on a atteint la limite de la résistance, bien sûr, pour le mortier renforcé avec les fibres et déchets. Mais toujours reste la résistance inférieure au mortier témoin. Oui, mais bon, l'augmentation, c'est-à-dire pourquoi quand on ajoute plus de fibres, il y a eu une diminution? Oui. Quand on a atteint 30%, il y a une diminution, il y a une chute de résistance. À votre avis, pourquoi? Là, parce qu'on a expliqué, peut-être, on a dit la quantité de déchets absorbe une certaine quantité d'eau qui est destinée pour l'hydratation de ciment complète. Donc le ciment ici, il n'est pas hydraté à 100%. Ce qui fait peut-être la cause de la diminution de la résistance. Monsieur Bouzoura, la quantité de déchets, elle est fixe à 25%, elle ne change pas. Oui. C'est la quantité des fibres qui change. Des fibres qui changent, oui. Ça, c'est le problème de la porosité. Donc, il y a plus de fibres, il y a la résistance qui diminue. C'est pour cela qu'on a constaté pour 10%, elle augmente. Elle atteint 20%, elle s'arrête. Au-delà d'une certaine quantité intégrée dans le matériau, ça diminue. Ça veut dire qu'il y a plus de pores, plus de vide dans le matériau. Et quand on soumet à l'essai, il y a plus de vide, ça veut dire les lignes de rupture apparaissent là où il y a les vides et ils donnent une faible résistance. Maintenant, côté résistance mécanique. Deuxième point, côté chimique, donc réaction chimique, les fibres peuvent, avec la grande quantité, peuvent entraver aussi la réaction chimique du déchet avec l'hydratation de ciment. C'est pour ça qu'on constate à un certain pourcentage faible des fibres, la résistance augmente. Ici, des fibres en acier, M. Bouzoura. En acier en poudre, oui. Oui, l'acier existe depuis X temps dans les bétons. Il n'a jamais eu c'est-à-dire Mais en associant avec le déchet riche en métaux lourds. C'est ça la nouveauté. Mais on ne sait pas le comportement de la fibre ou de l'acier. Hein? Je pense pas. Je pense pas, Pardon? peut-être, oui. C'est pas les Peut-être. fibres.
c'est les éléments toxiques qui sont en plus, qui sont en quantité, ou bien c'est la cristallisation aussi peut-être, ou bien pour la compétitivité peut-être des éléments entre elles. Donc pour former les phases. Très bien. Monsieur Bozora, maintenant vous avez utilisé un procédé qui utilise les ions hydrauliques. On sait bien que vous avez expliqué, donc vous avez donné les différentes phases de ciment. Donc vous avez dit au toucher de l'eau, c'est-à-dire quand au contact de l'eau, ces phases au contact de l'eau, il s'hydrate, et donc d'autres phases minérales. Très bien. Donc maintenant, il y a une question posée, je pense, par le professeur Kadri. Il vous dit comment pouvez-vous savoir que vous avez stabilisé, vous avez piégé ces déchets? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes d'hydratation, si vous voulez, ce piégeage? Oui. Une fois que le LCTL a été terminé, donc on récupère le cube qu'on a, le matériau soumis au décès, on va le faire passer au test de la DRX. À partir de ce texte, oui, test, avant d'analyser, est-ce que vous pouvez, quand vous mélangez, vous prenez, voilà, je commence à mettre le ciment, je mélange, j'ajoute les déchets, je mélange, j'ajoute les fibres, je mélange, maintenant j'ajoute l'eau. oui. J'ajoute l'eau, c'est à ce moment-là que ça va commencer l'hydratation, ça va commencer la formation des phases. Oui. Comment il se fait, comment, si vous voulez, comment cette hydratation se fait? À l'intérieur de la matrice, Ah oui, avant le curage, avant le durcissement. au moment où j'ajoute l'eau, ça commence l'hydratation. Ça commence Donc ça va l'hydratation. commencer la formation de nouvelles phases. Oui. Et alors? C'est le CSH, c'est la formation de CSH. Oui, CH, portlandite, éthérangite, ainsi de suite. Oui, jusqu'à durcissement. Bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas compris. C'est-à-dire expliquer comment piéger ces éléments à partir de ces phases. D'accord, à partir de ces phases, on a dit il peut qu'il y ait une substitution des éléments pendant l'hydratation. Donc, on a dit pour la portlandite, la substitution du chrome, CrO3 avec le CO3, le nickel, le PB aussi, il peut prendre la forme. Est-ce que vous les avez détectés par la technique DRX? Oui, est-ce que vous avez détecté des phases, portlandite par exemple, où il y a substitution de Ca2+, par un élément métaux lourds, ou bien les CAH, ou bien les thérangites. Il y a des nouvelles phases complexes qui sont détectées après à part les nouvelles phases. C'est-à-dire ce procédé par l'ion hydraulique, il est utilisé à cause, si vous voulez, quand on met en solution pendant la formation de ces phases-là qui sont connues. Donc c'est à ce moment-là est-ce que maintenant ces éléments-là, ils sont piégés dans ces phases? Est-ce que vous avez, par exemple, trouvé BP OH2 fois, Zn OH2 fois? On a trouvé ça dans l'analyse DRX effectuée pour les échantillons, ce qui prouve qu'il y a une substitution de ces métaux dans la formation du béton pendant l'hydratation. C'est apparent dans les analyses de la DRX effectuées pour les échantillons. À votre avis, donc la présence de C3A dans votre mélange en grande quantité, est-ce qu'il favorise la détérioration de votre matériau quand il est en contact avec une solution extérieure? Oui, c'est la formation en contact avec l'eau, il y a la formation de l'éthérangite. L'éthérangite secondaire, elle pose problème les cristaux, c'est des cristaux qui poussent à l'intérieur de formation de la matrice et qui tend à fissurer le béton. Ça, c'est un problème, il peut causer un problème. Ça, si on a avec une quantité importante, bien sûr. Et ça, c'est valable aussi si en présence des sulfates. Comment peut-on expliquer, donc ce qu'on avait vu, si vous voulez, dans vos résultats quand vous avez soumis votre matériau à différents milieux? Oui. Donc on a constaté que le milieu sulfaté, ça largue plus que les autres milieux. Comment peut-on expliquer ça, M. Bozora? Donc on a dit c'est la présence des sulfates, le C3A et le gypse. C'est-à-dire ils vont donner naissance à la formation éthérangite secondaire. J'ai dit c'est des cristaux qui se forment dans la matrice. Ces cristaux ont une pression interne qui tend à pousser les éléments et qui provoque une fissuration. Avec la pénétration des sulfates à l'intérieur,
Avant de provoquer la fissuration, donc qu'est-ce qui va se passer dans votre matériau? Il y a un gonflement, il y aura un gonflement. Bien. Il y aura un gonflement. Ce gonflement, j'ai dit, c'est l'association de gypse en présence des sulfates et l'eau, bien sûr, qui est pénétrée, qui donne des gonflements. Ces gonflements qui provoquent à long terme les fissurations et le relargage à travers. C'est-à-dire ces l'augmentation de volume de pores, si De vous pores. voulez. Oui. Et ça va donner, donc là, ça va favoriser le relargage, si Le vous relargage. voulez, des éléments facilement à l'extérieur. C'est pour cela qu'on a trouvé pendant l'essai qu'on a effectué l'état sulfate, le milieu sulfaté, et on a enregistré un relargage très important par rapport à d'autres milieux d'études. Est-ce que vous pouvez nous donner quel est le pourcentage relargué pendant 64 jours dans les tests TLM? Est-ce que vous l'avez calculé? 15% de la forme de 15% pour pourcentage. tous les éléments? Pour tous les éléments? Non, de 15%, c'est-à-dire de la forme totale. Là, c'est comme si on a pris le déchet, il fait 10 grammes, donc on a 15%, 1,5 grammes relargué du déchet total. Par Élément par élément. Par rapport à l'élément. Non. Comment, M. Bouzoura, comment peut-on expliquer dans la même matrice, si vous voulez, le pourcentage relargué diffère d'un élément à un autre? Pourquoi? Par exemple, donc, on soumet le même bloc, il y a à l'intérieur le nickel, le chrome, le blanc, et puis donc on va trouver des pourcentages relargués de blanc, de nickel, de chrome sont différents. Comment peut-on expliquer ça? La seule explication qu'on peut donner, c'est la réaction de chaque élément à l'intérieur de la matrice. Chaque élément, le nickel, le chrome, là, il réagit différemment de l'autre pendant l'hydratation. Il se peut qu'une certaine quantité de ces éléments seront piégés d'une manière ou une autre par rapport à un autre matériau. Ça, il a une relation avec la force ionique et la forme de l'élément lui-même. Si on a la forme, le PB par exemple, s'il a la même forme d'un élément existant dans le ciment, il peut prendre sa place facilement parce qu'il a la même forme, la même force ionique, la même atome. À ton avis, vous avez le Zn de plus et le Pb de plus. Et sans là, vous avez le CRH deux fois. Maintenant, qui va y aller en premier pour substituer le Ca de plus? Le PB. Le Pb, pourquoi? Le PB parce qu'il a la même forme, la même force atomique, peut-être la même forme que le Ca. Vous êtes bien informé sur le plan chimique, M. Bouzoura? Oui, pas trop pour chimique. Très bien. Pas de problème. Alors, une autre question. Donc, vous avez réalisé des tests de retrait et de gonflement. Oui. Donc, avec les matériaux stabilisés sur l'édifice, c'est ça? Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion donc, en ce qui concerne le gonflement et le piégeage des métaux quand il y a pour le gonflement et le retrait? Donc, pour le gonflement, c'est un essai soumis en contact à l'eau. Donc, on a dit qu'à partir de là, on a constaté qu'à partir des eaux récupérées de l'essai gonflement, on a trouvé des métaux lourds. Donc, on a trouvé qu'il y a un relargage. C'est pour cela qu'on a opté pour un autre essai de relargage qui va confirmer la stabilisation. Ça d'un côté. Deuxième point, la présence des déchets dans la matrice cimentaire réduit le retrait, elle augmente le gonflement. Ils réduisent le retrait de la matrice et elle augmente le gonflement. Et ça donne explication au comportement de ces déchets pendant l'hydratation du ciment. Il y a formation des pores, on a dit formation des pores, ça veut dire le retrait diminue. Donc les pores diminuent le retrait. Par contre, quand il y a contact avec l'eau, on a dit la formation de l'étringite secondaire, c'est des pressions qui se naissent, donc qui donnent une autre forme pour la matrice ou le matériau. C'est pour cela qu'on a enregistré un gonflement important et un retrait faible par rapport, bien sûr, au mortier témoin. Vous avez enregistré un gonflement important?
Oui, en présence Donc, de... qu'est-ce que vous pouvez tirer comme conclusion sur votre matériau? Maintenant, s'il se gonfle rapidement, vous savez bien qu'il va se détériorer rapidement, non? Oui. Et s'il détériore, donc il va lâcher rapidement les éléments à l'extérieur. Oui, c'est pour cela qu'on a dit qu'il faut isoler les blocs réalisés dans un endroit où il n'y a pas de contact avec... Mais il y a toujours des eaux de pluie, attention. Il oui, y a des contacts tout le temps. le contact y est, donc... Il peut y avoir des pluies acides, attention. Ça, c'est un essai qu'on a fait de gonflement, c'est-à-dire on a mis à l'intérieur, il n'y a pas un essai d'attaque. L'essai d'attaque au sulfate, c'est le TLM. Donc on a constaté qu'il y a un relargage. Même en contact avec l'eau pure, normale, il y a un relargage, mais avec un pourcentage très très faible. Bon, je ne sais pas, c'est insignifiant par rapport aux attaques sulfatiques. Bon, donc je m'arrête à ce niveau, si vous voulez. Voilà. Je vous remercie, M. Bouzoura, pour la clarté. Je vous félicite une deuxième fois. Merci, monsieur. Je rends la parole à M. le Président. Je vous remercie, professeur Moussasseb, pour la clarté des questions pertinentes. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au docteur Djibali. D'abord, je tiens à féliciter M. Bouzoura pour avoir mené à bon port enfin son travail de thèse et le remercier pour la clarté de l'exposé et la manière dont il s'est défendu devant les membres du jury. Alors, j'ai quelques, je ne sais pas si c'est quelques éclaircissements à demander. Donc, déjà par rapport aux fibres. Donc, moi, je suis noyé dans cette déchetterie, donc il y a des fibres en poudre, des poux et des copeaux. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix de déchets comme ça? Au départ, on a commencé par les fibres de copeaux dans les bétons. Donc, par la suite, il y a le contexte valorisation. Donc, on a étalé au bout, aux fibres en poudre, déjà, et on les trouve jetées à l'air libre, donc pour les tourneurs et les usines. Deuxième, c'est de stabiliser la boue. Donc, il y a deux objectifs, recycler et immobiliser. On a dit quel sera l'apport de ces fibres, parce qu'ils vont être intégrés dans le béton, si on rajoute la stabilisation d'une boue. Donc, quel sera l'apport des fibres? C'est pour cela qu'on a constaté que la présence des fibres avec les boues améliore le retrait, le comportement du matériau au retrait et au gonflement. Les boues seules, telles qu'elles sont jetées ou intégrées dans les matrices, donnent un comportement à part. En associant les fibres, le comportement est amélioré, côté, bien sûr, gonflement et retrait. Côté résistance, pour les bétons, donc on a constaté avec les études déjà réalisées que le béton, ou le matériau, il a une certaine amélioration en incorporant ces fibres c'est-à-dire au cours de la rupture, on a un comportement ductile. Donc on a une certaine ductilité pour le matériau. C'est dans le sens où on améliore ses caractéristiques à la traction. Donc c'est ça l'objectif. Il y a une petite confusion au niveau de la dénomination fibre. Oui. Apparemment, vous avez deux types. Il y a des fibres en poudre et puis des fibres de copeaux, quoi, un peu plus longues. L'origine des fibres en poudre? C'est la même origine avec les fibres longues. C'est la forme qui change. Et les dimensions, c'est pratiquement comme étant, c'est les mêmes dimensions avec la poudre. Si vous voulez, on a dit, voilà, on ne peut pas associer une fibre longue avec un déchet, parce que déjà il y a le ciment. Donc on va voir à peu près si, puisqu'on a ce type de fibres, c'est des fibres, c'est des copeaux baroyés, si vous voulez dire. Donc pourquoi ne pas associer ce type de poudre qui représente les fibres avec une boue de récupération? Ils ont la même forme, hein? On va voir à peu près qu'est-ce qui se passe. Ça reste toujours un recyclage
Il y a une étude, une recherche. Mais je pense que vous avez anticipé un peu trop quand même, hein, parce que c'est des comportements tout à fait différents. Si vous prenez les fibres que vous appelez poudre, et les autres, c'est pas forcément le même comportement mécanique qu'on va avoir. Oui, pas forcément le même comportement mécanique, mais côté formation, côté durcissement, aussi, elle peut contribuer. Pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe à la microstructure du matériau, on a préféré injecter les fibres en poudre. Parce qu'ils ont à peu près la même finesse avec les bouts et pratiquement avec le ciment. Bon, pas vraiment les mêmes, mais le même ordre. C'est pour voir à peu près, si vous voulez, le comportement interne, la microstructure. Comment se fait l'hydratation et quels sont les éléments qui obstruent ou qui favorisent l'hydratation. Par contre, les fibres longues, c'est le comportement mécanique. Ils sont à l'intérieur du béton et qu'est-ce qu'il apporte côté résistance mécanique. Et qu'est-ce que ça apporte comme résistance mécanique? Pour les copeaux, ça apporte une certaine ductilité. Ça veut dire qu'il donne au matériau le temps de la fissuration et il ne va pas se rompre rapidement, comme on l'a constaté pour le béton témoin, sans renfort. Vous avez une rupture brusque. Mais avec les fibres, on a une rupture étalée. Ça veut dire qu'on a la fissure apparaissent, mais avec... ralenti. Hein? Les fissures sont ralenties. Voilà, donc on a une certaine ductilité. On peut l'utiliser cet élément, mais avec, comment dirais-je, il faut faire attention. Donc on a le temps, c'est comme si on a un élément, au lieu qu'il se rompe brusquement, donc on a le temps et on peut le servir, mais à long terme. Partons de ce constat. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire quand même un mélange bout et fibres longues? Encore, c'est des fibres courtes, ce n'est pas des fibres longues. Hein. Vous êtes dans les 50 mm de longueur. Oui. Donc ça rentre dans les courtes, ce n'est pas des longues par rapport aux dimensions de vos éprouvettes. Donc, partons de ce constat-là, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de les associer au bout? Parce que ça va freiner la fissuration, donc ça peut protéger pendant un certain temps la pénétration de l'air, de l'eau, de tout rayonnement quelconque. Oui, bon, on ne l'a pas fait, mais c'est intéressant de le faire. Ça peut répondre à la question qu'a posée un des collègues tout à l'heure. Oui. Je ne sais pas, c'est une idée comme ça. C'est vrai, mais le problème qui se pose pour arriver à ce stade, bon, d'après notre vision, hein, ça peut être fausse. Commençons par un déchet, il a le même diamètre, même forme. Arriver à dire que, voilà, une certaine conclusion, pour pouvoir interpréter le comportement de la fibre longue, ce n'est pas une poudre. Donc, elle a une forme, surtout la forme ondulée, déjà sa présence dans le béton, déjà pose problème de durabilité. Est-ce que le déchet qu'on va intégrer à l'intérieur ne sera pas emprisonné dans les pores? Ça, c'est une voie aussi. Hein. Je pense que ça peut venir comme couche un revêtement externe, avec béton fibré, avec des copeaux. Voilà, ça protège, comme on le fait pour des éléments de structure en protection contre les rayonnements thermiques en cas d'incendie. Oui, ça vous donne une protection momentanée. Par rapport au pourcentage que vous avez choisi, donc les 25% pour les déchets, puis 10, 20 et 30% je crois pour les fibres. Donc ça, vous parlez bien des fibres de poudre, c'est ça? De poudre, oui. Voilà. Sur quelle base vous avez, ils ont choisi les 25%? Vous avez dit que le travail a été fait par d'autres, donc vous avez repris les recommandations de ces gens-là. Voilà, c'est une continuité. Donc, il y a une étude qui a été... Vous ne savez pas sur quelle base ils ont choisi les 25%? Oui, c'est une étude qui a été faite pour plusieurs pourcentages. J'ai dit de 10, 5 jusqu'à 45% d'ajout de déchets. Donc la meilleure formulation qui a donné pour la résistance, la compression à la traction, c'était 25%. Même pour le relargage aussi, pour les essais TLM effectués. Donc, il y a plusieurs essais effectués pour plusieurs pourcentages. La meilleure formulation, c'était 25. Nous, on a dit, puisque c'est la meilleure formulation, donc on aura meilleure résistance, probablement. Qu'est-ce qu'on va avoir si on rajoute
Les fibres. C'est-à-dire la référence, c'est la résistance. La référence La- du choix, c'est non, la non. résistance mécanique. Il n'y a pas que la résistance. Il y a la résistance, j'ai dit, et le relargage, les essais de relargage. Le relargage de ces TLM, donc le relargage dynamique. On a dit c'est la meilleure formulation qui donne la meilleure rétention, si on ose dire, la meilleure solidification dans ces cas Donc ça, c'est pour les déchets. pour les déchets. bien Et sûr. pour les fibres, C'est l'objectif de l'étude. Donc, on a fait varier 10, 20, 30. Et on a décelé la meilleure formulation, c'est 20 à 20%. 20% de la quantité de ciment. voilà, la question c'était ça. Pourquoi on prend comme référence la quantité de ciment? Pourquoi pas le total? Parce que c'est côté hydratation. Ça se passe au niveau de l'hydratation. C'est la quantité de ciment et la quantité de l'eau, bien sûr. D'ailleurs, la quantité de l'eau, elle est fixée à 0,5. 0,5, c'est pour favoriser un petit peu le relargage. On se place dans une situation extrême. Ça veut dire c'est comme si on aura un relargage. C'est pour cela qu'on a utilisé le E sur C. Pourquoi par rapport à la quantité de ciment? Parce que c'est le ciment qui rentre dans l'hydratation. C'est le matériau qui nous intéresse dans le piégeage des éléments. Encore, c'est question aussi de finances, de coûts. Maintenant, par rapport à la simulation, donc vous avez considéré que ces copeaux-là sont des fibres ondulées. Donc vous avez travaillé en plan. Dans le plan. Dans le plan, oui. En 2D. En 2D, oui. Et normalement, 2D, ça devrait être en 3D. Si étiré. vous prenez un copeau, vous n'êtes pas en 2D. Il n'y a pas de continuité si vous êtes en 2D. Vous allez avoir des tronçons de copeaux. Non, les copeaux, ils sont étirés Vous ne de pouvez manière pas à avoir... étirer autant que vous voulez, ça va se casser, mais vous ne serez jamais en plan. se casser... Le C'est-à-dire copeau qu'il va se casser. se casse. Déjà qu'il est fragilisé par le cisaillement lors de la coupe, Oui, vous tirez, ça se casse très rapidement. Vous Mais- n'avez pas une grande marge de manœuvre pour tirer de sorte à avoir une fibre ondulée, donc qui peut être traitée dans le plan. c'est pas une fibre ondulée à 100%. C'est-à-dire elle est tirée au max. C'est un solénoïde, c'est des spirales. C'est des Il spirales, faut oui. le travailler en 3D. Non, ça c'est en 2D en Et oui, utilisant bon, l'énergie de plastification. J'ai Ça veut dire, constaté que vous l'avez fait en 2D, c'est pour ça que je vous pose la question. mais l'effort d'arrachement, il est intégré sur la longueur totale de la fibre. Donc on a suivi la longueur de la fibre. C'est pas tout à fait. Il aurait fallu travailler en 3D En peut-être. 3D. Voilà. Il y a aussi un autre problème par rapport à l'interface du copeau avec la matrice cimentaire. C'est pas quelque chose de régulier, comme une fibre classique que vous achetez. Oui. Vous avez une reproductibilité de la section qui est la même de bout en bout d'une fibre à une autre. Ici, c'est très aléatoire. Vous partez d'un morceau de copeau à un autre, vous êtes complètement dans Différent. des situations différentes. Voilà. Donc c'est pour ça que l'assimilation, je pense qu'il est un peu trop risqué. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre pour argent comptant les résultats que vous allez obtenir. Quoi. Mais ça reste une simulation. Ben oui, On c'est a une des- tentative c'est- de simulation dans des conditions qui sont différentes de celles du problème. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Puis j'ai vu quelque part des courbes pour les pertes de masse. Perte de masse. Ouais. Je sais pas, 99. Il me semble pas, je sais pas, 99. Il y a des courbes. Vous avez travaillé sur les pertes de masse et des pertes de masse négatives. 93. Alors, que peut signifier une perte de masse négative? Perte de masse négative. à Voilà, quel niveau? 94, voilà. Bah oui, toutes les pertes de masse que vous donnez sont négatives. C'est l'appareil qui vous donne ça, bon, je sais pas, ça peut être donné une explication à ça. D'abord, comment on obtient cette perte de masse? Qu'est-ce que ça veut dire une perte de masse? Quel niveau donc Dans ce cas-là. le retrait et le gonflement 94. Vous avez votre 94. 94. Ah oui.
Les thermogrammes du matériau béton. Ah, c'est l'ATG et DTG. C'est quand on soumet l'élément à des températures différentes. Alors, Donc, il y a l'évaporation de la quantité d'eau et la transformation des lésions chimiques. Donc il y a des lésions chimiques en augmentant la température. Donc il y a une transformation, un changement de masse. Il y a l'évaporation de l'eau. Il y a les pores aussi qui se forment et une transformation Est-ce que la perte de masse est liée à l'évaporation ou bien autre chose qui s'en va avec? à la liaison créée par l'augmentation de la chaleur. Donc c'est des trucs qui sont donnés par L'analyse infrarouge de RTF. Voilà, bon, je pense que toutes les questions ont été posées par les collègues. Je vous rends la réponse. Merci beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Merci beaucoup, docteur Djebali. Donc, avant de donner la parole au professeur Bouafia, à mon tour, je vous félicite pour votre exposé, qui a été clair, pour votre thèse aussi. Néanmoins, il y a quelques remarques à apporter sur cette thèse-là. Donc, je passe directement aux questions. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de l'éthéringite secondaire. Donc, avant qu'il y ait l'éthéringite secondaire, il y a eu l'éthéringite primaire. Oui. Comment se forme cette éthéringite primaire et quel est son rôle? L'éthéringite primaire, donc, elle a une relation avec le comportement global de la résistance du matériau. C'est le résultat de l'hydratation des C3A et les C2A en présence de l'eau. Donc elle forme une éthéringite. C'est une c'est une substance qui se dépose sur les surfaces des éléments pendant l'hydratation. Ça, c'est le résultat de l'hydratation de C3A et C2A avec l'eau. C'est en présence de l'eau, on a le CSH. Quel est l'élément qui forme cette éthéringite primaire dans le ciment? Quel est l'élément qui forme cette éthéringite primaire dans le ciment? C'est le CSH, c'est le résultat de l'hydratation des calcium aluminate avec l'eau donne la formation des CSH. Non. Avec Non, M. Bouzoura, l'éthéringite primaire, elle est là, c'est juste pour réguler la prise du ciment. C'est-à-dire, si vous prenez le clinker lui-même, vous le broyez, vous lui ajoutez de l'eau, il durcit rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? On ajoute du gypse au ciment. Oui. Donc il va y avoir le gypse, du sulfate. Il va y avoir du gypse avec le C3A et de l'eau, et il forme l'éthéringite primaire. Cette éthéringite-là empêche, il forme des ponts gnateurs, il empêche la prise rapide. D'accord? Ensuite, si vous avez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous avez des sulfates de l'extérieur et que vous avez un C3A élevé, donc vous allez avoir l'éthéringite secondaire. C'est pour cette raison, généralement dans tous les ciments, dans le monde entier, tous les ciments, on ne doit en aucun cas dépasser les 5%. Donc j'ai parlé de la prise. Est-ce que vous avez étudié l'influence de ces métaux lourds sur la prise du ciment? Non. On a étudié directement le confinement parce que la prise elle a été déjà étudiée à part avec la première étude, là où on a déterminé les 25%. Quel est l'élément, je ne me souviens pas, quel est l'élément qui influe négativement sur la prise du soit le nickel, bien le plomb, voilà. C'est le plomb qui influe négativement sur la prise. Il empêche le zinc aussi. Voilà. Le zinc sur la résistance, le zinc et le PB sur la prise. Voilà. Donc voilà. Et si vous avez un ciment ordinaire, le ciment que vous avez utilisé, vous avez tout à l'heure, vous avez parlé de la réaction pozzolanique. Oui. C'est quoi cette réaction pozzolanique? C'est la silice plus le calcium hydroxyde, donc il vous donne le CSH. Le CSH. Et si vous avez un ciment riche en aluminate, qu'est-ce qu'il y aura lieu? Il y a un problème maintenant. Les aluminates peuvent créer problème dans la corrosion
des armatures, formation. Pendant l'hydratation, on aura le CaOH le CA3OH qui va être en grande quantité, qui va poser problème à long terme pour la corrosion des armatures. C'est-à-dire, lors d'hydratation du ciment, vous avez deux hydrates qui se forment, le CSH et le calcium hydroxyde. Le CSH, il est responsable de la résistance à la compression de votre béton. Et le CaOH, c'est lui qui donne un milieu basique de votre ciment parce qu'il contient le OH. Le OH, c'est lui qui représente le pH. D'accord. Donc, je vous ai dit, si vous avez un ciment riche en aluminate, donc au lieu d'avoir un CSH, vous allez avoir un CaH. C'est ce que font maintenant les gens qui incorporent dans le béton des géopolymères riches en aluminate. Voilà. Donc c'est pour ça que cette raison, donc on va essayer de voir est-ce que ces calcium aluminate hydratés vont fixer davantage et immobiliser ou bien confiner ces métaux lourds dans le béton. C'est une question à poser. Oui. Voilà. Tout à l'heure, professeur Kadri, on revient toujours. Il a posé le problème de la température. Imaginez que votre béton est soumis à une température. Est-ce qu'il y a dans la littérature, parce que moi j'ai lu dans la littérature que, parce que j'ai voulu au début que ces déchets-là, j'ai voulu les incorporer dans la brique. Et quand j'ai lu dans la littérature qui a été déjà faite, ils ont trouvé que quand cette brique-là est brûlée, les métaux lourds sont, comment dirais-je, émis rapidement. C'est encore plus dangereux. Ouais. Voilà. Donc c'est pour cette raison, c'est pour ça que le professeur Kadri vous a demandé, est-ce que vous avez étudié l'influence de la température sur ce béton-là? Non, c'est pas. Voilà. On n'a pas suivi. Oui, c'est un autre terme. C'est un autre terme. Ouais, c'est un autre Mais c'est terme. intéressant. Voilà. Voilà, dans le poster de la page 47, vous avez écrit, il y a quelque chose qui induit les pores capillaires. Est-ce que vous pouvez c'est une dernière question pour, on va terminer ça. Non, pas la page. La diapo, la diapo, le poster. La diapo. 47, hein. Sept, c'est ça? 5. C'est peut-être l'explication du gonflement. Le gonflement et le retrait. Non, c'est les déchets qui... D'un excès d'eau dans le béton. C'est quand vous avez un excès formation d'eau. des pores, capillaire. augmente la porosité. Pores capillaires, non, on a dit que la présence des fibres provoque la formation des pores. Des pores. Mais capillaire, c'est relatif. Capillaire, parce que non, quand on les appelle capillaires, ils ont un diamètre d'un cheveu et la forme d'un cheveu. Ces pores-là qui ont la forme d'un cheveu et un diamètre de cheveu ne peuvent être engendrés que par un excès d'eau dans le béton. C'est pour ça que ça m'a échappé la diapo, mais vous devrez la voir quand même. Donc voilà, c'est cette remarque-là sur la diapo que j'ai envie d'apporter. Sur ce, je vous félicite encore une deuxième fois. Donc, sans plus tarder, je donne la parole au professeur Bouafia pour d'éventuelles réponses aux questions des membres du jury. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout d'abord, bonjour, et c'est toujours un plaisir d'être à l'Université de Béjaïa. Maintenant, j'ai pris habitude depuis un certain temps. Et avant tout, je voudrais remercier donc les membres du jury, et je nomme professeur Chlouard,
professeur Tahakoud, professeur Moussa Seb, professeur Kadri et professeur Djebali. Pour moi, il est bien plus qu'un professeur. Je l'ai encadré, je connais ses connaissances là-dessus. Bien, je fais toujours une petite blague, Monsieur le Président. Et je voudrais aussi remercier, et il faut resituer un petit peu les choses dans leur cadre et contexte actuel et réel surtout. Donc il faut dire que toute la partie chimique, chimie des matériaux, vous l'avez travaillé donc avec le professeur Moussa Seb, que nous remercions très vivement, et j'en profite de l'occasion pour lui dire de le remercier pour toutes les indications donc et les précisions apportées tout à l'heure, chose que j'aurais pas pu faire parce que je ne suis pas spécialiste en chimie des matériaux, je vous le dis tout de suite. Et j'en profite aussi pour vous féliciter, Monsieur Bouzaloula, parce que je constate au jour d'aujourd'hui que vous êtes devenu spécialiste en chimie des matériaux. C'est une bonne chose et une bonne nouvelle. Alors maintenant, par rapport au travail de thèse, et avant d'aller ensuite répondre à quelques petites questions, c'est vrai, ça un peu difficile pour les membres du jury de lire votre travail, et c'est ce qui ressort un petit peu des différentes questions, parce que il y a plusieurs thèmes de recherche dans cette thèse. Donc l'explication, il faut qu'on la donne, parce que moi, j'ai toujours été clair et transparent, et j'ai toujours respecté l'honnêteté scientifique. Donc le pourquoi de la chose, parce que le sujet initial, c'était beaucoup plus la modélisation de la fibre en spirale et en 3 dimensions, en 3D, et il s'agissait de la modéliser. Donc entre-temps, il y a eu une première publication qui a été faite, publication qui malheureusement dans certaines universités est acceptée et à l'université de Béjaïa n'est pas acceptée, parce qu'il y a une différence à l'échelle nationale, il faut le dire, et je ne fais pas de politique, mais c'est un constat, c'est un simple constat que je fais. Donc c'est pour ça que M. Bouzaloula s'est ensuite orienté vers la partie chimique, et chose qu'il a très très bien faite, avec l'aide du professeur Moussa Seb, que je remercie encore une fois, et il y a eu publication, donc le travail est présenté, parce que la réglementation, le décret présidentiel, il faut une publication reconnue par l'université pour pouvoir déposer. Donc, et j'en profite aussi, c'est un petit peu la rédaction de toute la thèse, vous l'avez faite tout seul, vous avez beaucoup de mérite, M. Bouzaloula, mais j'aurais aimé avoir un œil sur la rédaction finale, parce que moi, à votre place, j'aurais placé toute la partie modélisation en annexe. Toute la partie modélisation mécanique, je l'aurais placée en annexe, et là-dessus, je vous fais quelques petits reproches quand même, qu'il faudrait peut-être corriger, parce qu'il faut indiquer clairement les références des travaux antérieurs et auteurs précisément dans la rédaction, parce qu'il y a des modèles, il y a des parties, il y a des choses qui sont faites, donc il faut essayer de les préciser, ne serait-ce que pour un utilisateur futur, il va aller retrouver la référence d'origine. Parce que là, ça prête, dans toute la partie modélisation, ça prête à confusion, en termes de référence bibliographique. Voilà, surtout dans la rédaction. Alors ensuite, j'ai noté pour les essais mécaniques, on a un certain nombre de presses hydrauliques où l'on peut réaliser des essais mécaniques à Tizi Ouzou, malgré que certains appareils ne sont pas tout à fait, comment on appelle, bien étalonnés, mais les étudiants de Béjaïa sont toujours les bienvenus dans nos laboratoires de recherche pour effectuer les essais qu'ils souhaitent. Maintenant, pour quelques petites questions, tout à l'heure, vous avez dit une chose très très importante que j'ai notée. À un certain moment, vous avez dit fibre à la place des cadres dans les nœuds. Faites attention, ne faites pas passer ce message. Parce que c'est très très dangereux. Les fibres, on peut les utiliser en plus des cadres, mais pas à la place. C'est en plus des cadres,
généralement, les films, on les utilise beaucoup plus dans des pièces fortement armées, des pièces minces qui demandent beaucoup de ferraille. Donc, on peut remplacer une petite partie quand c'est des éléments linéaires, mais pas au niveau des nœuds. Au niveau des nœuds, c'est en complément avec les cadres. Voilà. Alors ensuite, oui, une question très très importante aussi qui a été soulevée par le professeur Kandri. Alors pour les poudres qui sont toxiques, effectivement vous avez fait des essais sur une ligne, vous l'avez bien dit tout à l'heure sur le MEB, c'est une seule ligne au niveau d'une seule surface. Est-ce qu'il est faisable de le faire, peut-être pour répondre un petit peu mieux et pour mieux apprécier la quantité et le pourcentage de produits toxiques, ne serait-ce qu'en surface, est-ce qu'il ne serait pas possible de le faire beaucoup plus sur plusieurs lignes, plusieurs diagonales de la face pour faire un petit peu ressortir le nombre exact qui apparaît en surface. Je le répète, je ne suis pas spécialiste en chimie. Hein. Alors ensuite, bon, c'est vrai que on distinguer entre poudre et fibre, le pourcentage optimum, ça a été soulevé par notre ami le professeur Moussa Seb tout à l'heure, pour le pourcentage optimum des fibres. Bon, le pourcentage optimum des fibres, c'est parce que lorsqu'on en met un peu trop, et ensuite on malaxe au niveau de la masse de béton, il va y avoir enchevêtrement entre les différentes fibres et il y a formation d'oursins et création de vide et de porosité déjà à l'avance à l'intérieur de la matrice. Donc c'est pour ça que généralement, pour les fibres déjà normalisées qui se vendent chez BKR, Dramix et Pont à Mousson, plusieurs types de fibres, le pourcentage maximum auquel on arrive en pratique, ça se situe autour de 1,2 maximum % en termes de volume, masse volumique des fibres. Donc c'est pas énorme en termes de kilos, ça va revenir à quelque chose comme 20 kilos, 15 à 20 kilos par mètre cube. Donc c'est un peu pour ça que le pourcentage optimum sont assez réduits. Je pense, c'est vrai que c'est sur ce thème d'utilisation et de récupération des fibres, il y a eu tellement d'études, tellement de sujets qui ont été faits, il y a même des travaux qui sont parfois contradictoires, vous l'avez constaté, sur des résultats apport par apport, type de fibre. Donc c'est pour ça que c'est déjà un sujet compliqué. Et ensuite, vous le compliquez avec toute une bonne partie de chimie et vous intégrez une partie modélisation mécanique, c'est pas tout à fait facile. Mais sur ce, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour les efforts que vous avez accomplis et pour la rédaction de votre thèse, malgré qu'il y a certains détails auxquels j'y tiens. Il faut essayer de les corriger un peu, parce que ça va être déposé à la bibliothèque et probablement, je ne sais pas comment vous les publier au niveau de l'université de Béjaïa. Donc je vous félicite et je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie les membres du jury qui ont bien voulu participer à cette soutenance. Et merci. Je vous remercie, professeur Bouafia. Donc, avant de se retirer, j'ai aussi le plaisir de donner la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions. Bon. Donc, on se retire pour délibérer. Merci.